29 mai 1943, RAF Alconbury, Angleterre. 7 YB-40, Flying Fortress, du 327e escadron du 92e groupe de bombardement, étaient alignés sur les aires de stationnement, leurs équipages procédant aux dernières vérifications avant leur première mission de combat. Ces avions canons expérimentaux hérissés de jusqu'à 16 mitrailleuses de calibre 50 représentèrent la tentative désespérée de l'US Army Air Force de résoudre le problème de l'escorte qui vidait de son sang la 8e Air Force au-dessus de l'Allemagne. Au lieu d'apporter la solution, ils allaient révéler une faille fatale dans la conception du B-17, une faiblesse qui tuait des aviateurs américains depuis les premiers raids sur l'Europe occupée. Le problème paraissait simple, mais il était catastrophiquement meurtrier. 2 mitrailleurs latéraux se tenaient face à face dans le fuselage étroit du B-17, chacun maniant une mitrailleuse Browning flexible de calibre .50 à travers une fenêtre ouverte de chaque côté de l'appareil. Dans le chaos des combats à 7600 mètres d'altitude, avec des températures chutant à moins de 60 degrés Celsius, vêtus d'épais combinaisons doublés de peau de mouton, d'un gilet par éclat de 14 kg et d'un harnais de parachute. Ces hommes se heurtaient sans cesse en tentant de suivre les chasseurs allemands attaquant de flanc. Les tuyaux d'oxygène se déconnectaient dans la mêlée, provoquant l'hypoxie et la mort en quelques minutes. Les bandes de munitions s'en mêlaient, bloquant les armes au moment critique. Des hommes mouraient, non sous les balles ennemies, mais incapables de se défendre à cause d'un défaut fondamental de conception. Ce qui allait suivre pendant les 18 mois suivants représenta l'une des évolutions les plus importantes de l'histoire de l'aviation militaire. Par l'expérience amère du combat, l'analyse systématique des pertes et l'adaptation industrielle rapide, le B-17 se transforma d'une cible vulnérable en le bombardier le plus défendu de la Seconde Guerre mondiale. Les modifications, notamment le décalage révolutionnaire des positions des mitrailleurs latéraux, allaient sauver des milliers de vies américaines et contribuer décisivement à la suprématie aérienne sur l'Allemagne nazie. Les mathématiques de la mort, au début de 1943, dressaient un tableau d'attrition insoutenable. L'analyse statistique, menée par la section de recherche opérationnelle de la 8e Air Force, révéla qu'un B-17 moyen ne survivait qu'à 11 missions avant d'être détruit. Les équipages devant accomplir 25 missions pour achever leur tour de service, la probabilité de survie n'était que de 27%. Cela se traduisait par des couchettes vides dans les baraquements de tôle ondulés à travers l'est de l'Angleterre, des boîtes contenant les effets personnels expédiés aux familles endeuillées dans les petites villes américaines et des équipages de remplacement arrivant des bases d'entraînement aux États-Unis plus vite qu'ils ne pouvaient être réellement préparés au combat. La crise couvait depuis les débuts des opérations de la 8e Air Force en août 1942. La doctrine d'avant-guerre des formations de bombardiers autodéfensives, élaborée à la Tactical School de Maxwell Field en Alabama, supposait que la concentration des feux défensifs rendrait possible le bombardement de précision diurne sans escorte de chasseurs. Cette théorie jamais testée à grande échelle se révélait tragiquement fausse. Les pilotes allemands, notamment ceux aux commandes des Focke-Wulf 190 et des Messerschmitt Bf 109, avaient mis au point des tactiques exploitant chaque faiblesse du dispositif défensif du Flying Fortress. Les positions de tir latéral constituaient la vulnérabilité la plus criante du schéma défensif du B-17. Conçues à la fin des années 1930 et testées seulement en conditions de paix, elles n'avaient jamais été soumises aux combats prolongés rencontrés au-dessus de l'Allemagne. Les modèles B-17-9 et F emportaient 2 mitrailleurs latéraux, maniant des Browning M2 de calibre .50 à travers des ouvertures d'environ 60 cm sur 90 cm dans un fuselage large de seulement 3 mètres et se rétrécissant vers la queue. 2 hommes se faisant face, chacun essayant de pivoter et de suivre des chasseurs rapides tout en portant un équipement encombrant, la collision était inévitable.
Les conditions environnementales à haute altitude aggravaient exponentiellement le problème. À 7600 mètres altitude standard des bombardements de précision, la température chutait régulièrement à 60 degrés Celsius et des courants d'air à 320 km/h hurlaient par les ouvertures, gelant la peau exposée en quelques secondes. La glace se formait sur les mécanismes de tir, les régulateurs d'oxygène et les bandes de munitions. Les mitrailleurs portaient des gants de soie sous des gants de laine, eux-mêmes sous des gants de cuir, puis sous des moufles chauffantes électriques. Mais ils perdaient tout de même des doigts à cause des engelures lorsqu'ils devaient dégager les armes bloquées à main nue. Les rapports de combat du début de 1943 documentaient cette crise croissante. Lors du raid du 27 janvier sur Wilhelmshaven, première attaque américaine sur l'Allemagne, elle-même, les mitrailleurs latéraux signalèrent d'énormes difficultés à engager les chasseurs ennemis en raison de leur interférence mutuelle. L'attaque du 6 mars contre l'usine de roulement à Billderkner vit plusieurs B-17 incapables de se défendre des attaques latérales, leurs mitrailleurs s'étant empêtrés l'un dans l'autre lors de manœuvres d'évitement violentes. Le programme YB-40 naquit en septembre 1942 comme solution provisoire au problème de l'escorte. Les chasseurs à long rayon d'action, tels que le P-51 Mustang, étant encore en développement, les formations de bombardiers pénétrant profondément en Allemagne, se retrouvaient sans protection, dès que leurs escortes de P-47 Thunderbolt, à courte portée, faisaient demi-tour à la frontière. La filiale Vega de Lockheed reçut le contrat de conversion de B-17F Standard, en 10 mois B-40 canons volants. Les modifications étaient inconsidérables. Une seconde tourelle dorsale, Sperry, installée à la place du compartiment radio, des montures doubles remplaçant les mitrailleuses latérales. Simple. Une tourelle ventrale, Bendix, ajoutée sous le nez et la soute à bombe, transformée en magasin de munitions, contenant 11 000 cartouches. La soute à bombe fut transformée en un magasin de munitions contenant 11 000 cartouches. Des plaques de blindage supplémentaires furent ajoutées pour protéger les postes de l'équipage. Les 13 premiers YB courantes arrivèrent à la RAF Alconbury au début de mai 1943, affectés exclusivement au 327e escadron du 92e groupe de bombardement. L'entraînement révéla immédiatement des problèmes avec les positions latérales améliorées malgré la puissance de feu doublée. La configuration à double affût aggravait encore le manque d'espace. Lors des exercices de combat simulés, les mitrailleurs se heurtaient sans cesse et s'en mêlaient dans leur matériel. Le baptême du feu, le 29 mai 1943, contre les abris pour sous-marins de Saint-Nazaire en France, fut décevant. 7 YB-40 accompagnèrent 96 B-17 standards durant la mission. Les avions canons eurent du mal à maintenir la formation avec les bombardiers ordinaires une fois ceux-ci délestés de leurs bombes. Plus grave encore, les rapports de combat signalèrent de sérieux problèmes de coordination entre les mitrailleurs latéraux. Au débriefing, on apprit qu'ils avaient été incapables de tirer efficacement sur les chasseurs allemands attaquant de flanc. Le 22 juin 1943 apporta la tragédie lors du raid contre l'usine de caoutchouc synthétique de Hulst en Allemagne. Le YB-40, numéro 4.11735, fut détruit ses mitrailleurs, n'ayant pu assurer un tir défensif efficace en raison de leur interférence mutuelle. L'enquête révéla qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'une défaillance systémique. Les rapports d'après-action parvinrent simultanément à plusieurs états-majors. À Wright Field, à Dayton, le Air Technical Service Command commença à analyser les causes tactiques de l'échec. À Seattle, chez Boeing, l'ingénieur en chef Edward Curtis Wells réunit une équipe pour étudier les rapports de combat. À Tulsa, le centre de modification de Douglas Aircraft entreprit des expérimentations sur des avions réels. Et surtout, au centre de modification de United Airlines de Cheyenne. Créé spécifiquement pour appliquer les améliorations issues du combat, on lança une série d'essais systématiques d'alternatives.
La solution qui émergea fut d'une élégante simplicité, décaler les fenêtres des mitrailleurs latéraux. En avançant la fenêtre gauche et en reculant la droite d'environ 90 cm, chaque mitrailleur obtenait sa propre zone d'opération. Il pouvait suivre sa cible sans heurter son coéquipier et alimenter son arme sans interférence. Cette modification exigeait peu de changements structurels, mais promettait une amélioration maximale de l'efficacité au combat. Le premier B-17, doté de fenêtres latérales décalées, fut testé en opération au début de juillet 1943. Les résultats furent immédiats et spectaculaires. Les mitrailleurs signalèrent une nette amélioration de leur capacité à suivre et engager les cibles. Les incidents d'enchevêtrement du matériel chutèrent presque à zéro. Mais le décalage seul ne résolvait pas tous les mitrailleurs, restaient exposés au froid extrême et aux violentes rafales d'air à travers les fenêtres ouvertes. La solution complète associa les positions décalées à des fenêtres fermées dotées de panneaux en plexiglas et d'affûts rotatifs. Cette configuration, dite Cheyenne, transforma les positions latérales en postes de combat réellement fonctionnels. Douglas Aircraft appliqua la modification des fenêtres décalées sur les derniers B-17AF produits en août 1943. Boeing l'intégra immédiatement à son nouveau modèle B-17G, dont le premier exemplaire sortit d'usine le 30 août. Lockheed Vega suivit rapidement. Le B-17G représentait bien plus qu'une simple amélioration des positions latérales, il incorporait toutes les leçons tirées des sanglantes batailles aériennes de 1943. La tourelle de nez Bendix offrait une défense frontale cruciale. La position arrière fut repensée avec des hublots plus larges et un meilleur champ de tir. Ensemble, ces modifications transformèrent le Flying Fortress en le bombardier le plus lourdement armé de la guerre. Les statistiques de production illustrent l'urgence de cette mise en œuvre. L'usine Boeing de Seattle produisit 8680 B-17G. Douglas Long Beach en construisit 2395 et Lockheed Vega en fabriqua 2250. Tous intégrèrent les fenêtres latérales décalées ainsi que les autres améliorations issues du combat. Les rapports de mission de l'automne 1943 attestèrent de l'efficacité de cette transformation lors du raid du 8 octobre sur Brême. Et Vegesack, les B-17G, modifiés, revendiquèrent beaucoup plus de chasseurs ennemis abattus que les anciens modèles F encore en service, et subirent moins de pertes dues aux attaques de flanc, précisément celles que la modification visait à contrer. Le 14 octobre 1943, jeudi noir, au cours du second raid sur Schweinfurt, 60 B-17 furent perdus sur 291 envoyés. Mais l'analyse montra que les modèles G plus récents avaient subi proportionnellement moins de pertes que les modèles F. Les améliorations défensives prouvèrent leur valeur même dans les batailles aériennes les plus meurtrières. Les rapports allemands d'après-combat confirmèrent l'impact des modifications américaines. Le major Hans Philipp, commandant le Jagdgeschwader 1, nota en octobre 1943 que les bombardiers américains étaient devenus sensiblement plus difficiles à attaquer. Les mitrailleuses latérales tiraient désormais avec discipline et précision, les servants pouvant suivre les chasseurs ennemis de manière fluide tout au long de leur approche. Les Allemands furent contraints d'adapter leur tactique. Ils développèrent le lance-roquettes de WGR-21 pour des attaques à distance et créèrent des chasseurs d'assaut lourdement blindés Sturmbock, spécialement conçus pour affronter les formations de B-17. Le simple fait que de telles armes spécialisées aient été nécessaires démontrait l'efficacité de la modification. En décembre 1943, la transformation influençait déjà la planification stratégique. La 8e Air Force pouvait désormais envisager des missions de pénétration plus profondes en territoire ennemi consciente que ces bombardiers bénéficiaient d'une survivabilité considérablement accrue.
Le général Ira Eaker rapporta au général Henry Arnold que les modifications avaient considérablement amélioré la capacité de l'US Army Air Forces à mener des opérations stratégiques. L'impact dépassait le simple aspect matériel. Les programmes de formation dans les écoles de tir furent révisés pour s'adapter aux nouvelles positions. À la base aérienne de Kingman, en Arizona, les instructeurs notèrent que le décalage des postes permettait enfin aux mitrailleurs d'appliquer efficacement les techniques de tir en déflexion. Les modifications influencèrent également d'autres appareils. Le B-24, Liberator, adopta des positions latérales décalées sur les derniers modèles de production, tandis que le B-29, Super Fortress encore en développement, bénéficia de tourelles télécommandées, supprimant toute exposition directe des servants. Le 11 janvier 1944 démontra les effets cumulés de ces progrès. 600 B-17 attaquèrent les usines d'avions allemandes. Malgré une escorte de chasseurs incomplète, les pertes restèrent supportables. La majorité des appareils abattus étaient d'anciens modèles F. Les B-17G, eux, montrèrent une remarquable résistance. Les opérations de la Grande Semaine, en février, confirmèrent l'impact stratégique. Plus de 3000 sorties de bombardiers frappèrent la production aéronautique allemande. En dépit de la féroce opposition de la Luftwaffe, les pertes demeurèrent soutenables. L'amélioration des défenses avait inversé de manière décisive l'équilibre de l'attrition. Le lieutenant-général James Doolittle, prenant le commandement en janvier 1944, comprit que les B-17G modifiés pouvaient désormais se défendre efficacement. Il autorisa donc les chasseurs d'escorte à poursuivre agressivement les appareils ennemis au lieu de rester collés aux formations. Cette nouvelle tactique fut dévastatrice pour la Luftwaffe. Le 4 mars 1944 eut lieu le premier raid diurne américain sur Berlin. 730 B-17 et B-24 frappèrent la capitale nazie. Le 95e groupe de bombardement équipé de B-17G ne perdit que 3 appareils, tout en revendiquant 17 chasseurs ennemis détruits, bien qu'affrontant près de 200 adversaires. Au printemps 1944, la 8e Air Force était désormais capable de maintenir des opérations soutenues. L'aptitude à lancer des raids de 1000 bombardiers avec des pertes acceptables permit la destruction systématique de la capacité industrielle allemande. Les plans visant le pétrole et les transports devinrent réalisables parce que les bombardiers pouvaient désormais accomplir leur mission et rentrer. Les opérations du jour J illustrèrent cette transformation. La 8e Air Force effectua plus de 2000 sorties de bombardiers en soutien à l'invasion. Malgré une opposition intense, seules 26 machines furent perdues, toutes causes confondues. Le B-17G était devenu une plateforme d'armes fiable. À l'été 1944, la Luftwaffe faisait face à une équation insoluble. Les bombardiers américains étaient plus difficiles à abattre, tandis que la production américaine remplaçait les pertes presque immédiatement. Les modifications avaient créé un cycle où de meilleures défenses entraînaient davantage de survivants, obligeant les Allemands à engager plus de chasseurs, ce qui provoquait encore plus de pertes chez eux. La dimension humaine de cette évolution, apparue dans les statistiques de fin de tournée début 1943, achever 25 missions semblait impossible. À la mi-1944, les équipages accomplissaient régulièrement 35 sorties, la probabilité de survie ayant plus que doublé. En août 1944, les renseignements techniques allemands confirmèrent la valeur des changements. L'examen d'un B-17G abattu révéla que les positions latérales décalées assuraient une défense efficace contre les attaques de flanc. L'ensemble des modifications avait transformé l'appareil, le faisant passer de cible vulnérable à adversaire redoutable. La production continua à un rythme implacable. L'usine Boeing numéro 2 employait 44 000 ouvriers et sortait jusqu'à 16 B-17G par jour au plus fort de la guerre. Cette capacité à mettre en œuvre rapidement les améliorations permit de créer un système d'armes, évoluant plus vite que l'ennemi ne pouvait s'adapter. En octobre 1944, un nouveau jalon fut atteint,
lorsque des B-17G affrontèrent avec succès les chasseurs à réaction allemands, malgré la supériorité de vitesse du Me-262. Les mitrailleurs latéraux endommagèrent plusieurs jets, prouvant que les défenses conventionnelles améliorées demeuraient efficaces face à une technologie révolutionnaire. La mission du 24 décembre 1944, la veille de Noël, devint la plus grande frappe aérienne de la guerre. 2034 bombardiers attaquèrent l'ouest de l'Allemagne. Malgré l'ampleur de l'opération et la résistance désespérée, y compris celle des jets, les pertes proportionnelles restèrent inférieures à celles des petits raids de 1943. Le 3 février 1945, près de 1000 B-17 survolèrent Berlin. Malgré tous les moyens que l'Allemagne put mobiliser, seulement 21 appareils furent perdus. Ce qui aurait été une hécatombe en 1943 n'était plus qu'une attrition acceptable. Le dernier B-17G sortit de la chaîne de production Boeing le 13 avril 1945, le numéro de série 44, bilan 5964, symbolisait l'aboutissement d'une évolution guidée par le combat. Le 25 avril 1945 marqua la dernière mission de bombardement. Les B-17G attaquèrent des usines d'armement en Tchécoslovaquie, sans subir de pertes. Les modifications avaient rapporté leurs fruits, les leçons du combat avaient été appliquées, et le prix du sang avait été transformé en victoire. L'analyse d'après-guerre menée par l'enquête stratégique américaine sur les bombardements conclut que l'évolution du B-17, en particulier l'amélioration des positions défensives, avait contribué de manière décisive à la conquête de la supériorité aérienne. Les positions latérales décalées, combinées aux autres améliorations, avaient radicalement accru la survivabilité de l'appareil. L'évaluation financière montra la valeur de ces changements. 20 millions de dollars d'investissement avaient évité la perte de 800 avions d'une valeur de 190 millions. Sans compter les équipages hautement entraînés, un retour sur investissement supérieur à 10 pour 1. L'héritage technique dépassa largement la Seconde Guerre mondiale. Chaque avion militaire conçu par la suite incorpora les leçons issues du B-17, notamment en matière d'ergonomie, des postes d'équipage de protection environnementale et de champs de tir, devenant les fondements de l'ingénierie des facteurs humains en aviation. Les vétérans n'ont cessé d'insister sur l'importance de ces modifications lors des réunions d'anciens. Les mitrailleurs témoignaient de la différence entre les modèles F et G. De simples changements, comme le décalage des fenêtres, avaient littéralement fait la différence entre la vie et la mort. Aujourd'hui, 12 B-17G demeurent en état de vol à travers le monde. Les visiteurs remarquent les fenêtres latérales décalées et découvrent comment l'expérience du combat a suscité l'innovation, comment la souplesse industrielle a offert un avantage décisif et comment de simples modifications ont produit des résultats profonds. Le général Karl Spaatz formula l'évaluation finale. Le B-17G ne fut pas conçu dans les usines, mais sur le champ de bataille. Chaque amélioration naquit des équipages eux-mêmes, qui identifièrent les faiblesses au prix de terribles épreuves. Les fenêtres latérales décalées et les autres modifications transformèrent un bombardier imparfait en une arme victorieuse. Cette transformation illustre la capacité américaine d'adaptation rapide, fondée sur les leçons du terrain. Tandis que l'Allemagne produisait des avions individuellement plus avancés sur le plan technique, elle ne pouvait rivaliser avec la faculté des États-Unis à détecter les problèmes, à développer des solutions et à appliquer les changements à des milliers d'appareils en production en l'espace de quelques mois. La forteresse volante, qui contribua à détruire le Troisième Reich, fut perfectionnée par l'expérience collective de milliers d'aviateurs améliorés par le sacrifice et raffinés par la dure sélection du combat aérien. Les fenêtres décalées sauvèrent d'innombrables vies et participèrent à la victoire. De simples modifications des résultats profonds, la victoire par l'adaptation. Voilà la véritable histoire de la conquête du ciel européen par l'Amérique.